Salut à tous, bienvenue dans Ciné Série et compagnie qui multiplie les visions du monde à travers tous les écrans. Madame et Série reviendra sur la 74e édition des Golden Globes. Alors qui de Game of Thrones, Westworld, Stranger Things ou encore This Is Us a fait moisson de récompenses? Dans l'extra interview, c'est la chanteuse Jeanne Chéral qui partage ses envies de cinéma et de série. Au programme également, 2 acteurs-réalisateurs. Le screen parfait déroule le tapis rouge à Fanny Ardant, qui pour son 3e film Derrière la caméra offre à Gérard Depardieu le rôle d'un Staline en pleine tentative de psychanalyse dans, justement, Le divan de Staline. C'est la leçon de mise en scène de la semaine. Mais avant cela, Edouard Baird revient également à la réalisation et se dirige dans le rôle de son alter ego préféré, Luigi Prizzotti. Le film Ouvert la nuit nous invite à la balade et à plonger dans la tête de ce joyeux mélancolique. On en est où des réservations? Oh bah alors là, impossible d'avoir un chiffre précis, hein. Je t'avais dit de pas engager plus. Voilà, excusez-moi parce que j'ai 20 minutes. Oh. Joyeux anniversaire! Ah non. Bah C'est oui. très gentil, oui, c'est mon anniversaire. Et oui, ce jour-là, Edouard Baird fêtait ses 50 ans, avec le sourire, toujours la même verve, et une invitation à rejoindre à nouveau son monde poétique et savamment chaotique. Ouvert la nuit, 3e film de Mr. Baird cinéaste, est un délice. Edouard y redevient Luigi Prizzotti, son alter ego fétiche, patron de théâtre épaulé par Audrey Tautou et dont le bagou n'a d'égal que l'indécision et le désir de fuite. Contraint de trouver de l'argent pour sauver son nouveau spectacle, il entraîne Sabrina Ouazani dans une virée nocturne faite de rencontres, de beuveries et d'élucubrations savoureuses. Il suffit qu'il y ait 2 mois de salaire en retard pour que tout le monde soit de mauvaise humeur? Bah ouais. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire là, dans les yeux, qu'il a déjà commencé un spectacle ici, sans avoir été payé jusqu'au dernier centime? À part toi. Edouard Baird, vous grandissez, vous vieillissez, mais il y a quelque chose qui ne change pas. C'est votre amour du théâtre, au point que c'est l'un des 2 décors principaux de votre nouveau film. Vous aviez envie de raconter quoi du théâtre? Alors, le théâtre, parce que c'est plein d'aspects de la vie différents, puisqu'on peut pénétrer dans le théâtre par les coulisses. Donc c'est les coulisses du monde du travail, voir de l'autre côté des projecteurs, voir les bureaux aussi, voir tous les gens qui s'agitent pour qu'un spectacle ait lieu. J'aime bien dans le théâtre aussi l'idée du mélange, tous les gens qui arrivent dans une salle de spectacle pour voir un spectacle. Des jeunes, des vieux, des noirs, des jaunes, des verts, des bleus. Donc le public qui arrive dans une salle de théâtre, c'est un truc très étonnant. Et puis il y a cette montée vers la nuit, c'est-à-dire que toutes les énergies sont un peu inversées. La représentation théâtrale, quand la nuit tombe, c'est comme une fête qu'il faudrait refaire chaque soir. Qu'est-ce qu'il y a de plaisant à vivre la nuit, à tourner la nuit, parce qu'il y a bon nombre de scènes du film se passent la nuit? Non, il y a je pense une que magie particulière ou... Je pense que quand on sort la nuit, qu'on aime la nuit, c'est qu'on en a un petit peu peur, c'est qu'on a peur d'aller se coucher. Ça doit être des choses d'enfance qui ne sont pas réglées. Parce que si on aimait la nuit, on se laisserait aller à s'endormir dans la nuit comme un manteau. Donc c'est une façon de se débattre un peu et puis de rencontrer des gens en dehors des normes sociales habituelles. Parce que la journée, chacun est dans son métier. Et puis le soir, les gens des bureaux enlèvent leurs cravates, les gens qui... On peut s'inventer une personnalité, ça se mélange très différemment, les gens, la nuit. Allez, on y va, on fait les choses en vrai, on va voir les gens en vrai, on les touche. J'ai envie de vous peindre. On parle, on discute, on s'inconcilie, on boit un coup. Il faut cesser d'avoir peur et c'est là qu'on n'aura plus de limite. On parlait de s'inventer alors une personnalité, ce Luigi dont vous ne pouvez plus vous passer, qui a été longtemps votre alter ego au théâtre. Pourquoi vous avez besoin de lui? Non, mais c'est pas moi, c'est un personnage de fiction, c'est un... Oui, mais pourquoi le faire revenir sans cesse, ce Luigi? C'est un personnage qu'on a envie de suivre, peut-être comme Woody, peut-être qu'inconsciemment j'ai pensé à Woody Doolin qui a inventé Woody et les robots. Je sais pas, c'est un personnage qui me touche, des gens comme ça qui ont de l'énergie dans le désert. C'est une ambition dans le désert. Et dans le désordre aussi. Et dans le désordre, qui ont une fantaisie de vie, une vie qui marche quand même, qui n'est pas une vie grise, une vie normée, formatée, mais qui marche quand même. Il n'y a pas mort d'homme, je veux dire, voilà. On a tous fait des conneries, on a tous eu 14 ans comme elle, on a tous eu envie de sauter des murs, d'en péter. En plus, c'est pas quelqu'un qui a nos codes, c'est pas quelqu'un des centres-villes, c'est quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui est né dans le tag, dans le rap, dans le pétage de murs. Écoutez, voilà, je la couvre cette fois-ci. Je suis directeur de théâtre, j'ai pignon sur rue, et puis on oublie tout, on efface tout, puis vous venez voir Galabru demain soir, et je peux vous dire que la soirée, ça va être top. Alors là, on a un Galabru qui est... Oh Dieu, ah non, Galinette. Mais à quel point est-ce que sa vision de la vie ressemble à la vôtre? Si sa vision de la vie, sa façon de vivre est plus radicale que la mienne, parce qu'on a souvent peur dans la vie quand même de vivre suivant ses idées et ses impressions. Lui, il y va.
il fonce, il se dit qu'allez, on lui a dit non, et il pense que non, ça veut dire peut-être, et que peut-être ça veut dire oui, voilà. Il y a la fameuse phrase, tout le monde savait que c'était impossible, l'idiot ne le savait pas, il l'a réussi, quoi. C'est un peu ça. C'est quelqu'un et puis qui a le goût des gens, qui ne se lasse pas des autres et qui a besoin des autres. Mais c'est pas un alter ego, alors? Bah, c'est un alter ego idéalisé. C'est pas une vision exacerbée de vous-même? Oui, si, bien sûr, super exacerbé, en pire et en mieux. Oui, oui, il est bien, bien pire et beaucoup, beaucoup mieux que moi. Vous donnez l'impression d'avoir un propos assez libre, d'aller facilement vers les gens. Oui, mais on est... En fait, vous avez peur malgré tout? Oui, oui, bien sûr. J'ai encore trop de retenue, bien sûr. J'essaye d'avancer. Donc, quand il y a un moi idéalisé, on essaie de lui ressembler. C'est le but d'avoir des modèles dans la vie. Là, c'est un modèle de fiction. Ensuite. Vous devez en croiser beaucoup, des gens connus. Hein. Des gens connus, oui, c'est vrai qu'on est assez gâtés là-dessus. Catherine Deneuve. Sympa comme fille. Très, vraiment la fille est nature, quoi. La fille est là, quoi. Vraiment, Catherine, on est là, elle est là, quoi. Et puis on n'est pas là, elle est encore là. C'est vraiment quelqu'un qui est là, quoi. Ouais. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le film, c'est que ça célèbre, comme souvent dans vos spectacles, la vie de saltimbanque. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'on peut encore l'être, saltimbanque? Vous vous sentez encore saltimbanque? À ce jeune âge que mais vous pas célébrez? seulement dans les milieux du spectacle. Il y a plein de façons de prendre la vie d'une façon, par les chemins de traverse, par les détours, ou en passant par la fenêtre, comme l'écrivain Sylvain Tesson, qui rentrait jamais par la porte, mais par la fenêtre. Oui, mais on n'a pas besoin d'être comédien ou d'être artiste. Si on prend la vie d'une façon frontale, c'est invivable, la vie. Alors, on la prend par en dessous, c'est-à-dire qu'on se couche, qu'on renonce et qu'on attend les vacances, les week-ends ou la retraite, ou bien on décide de la prendre par le côté, par au-dessus, comme on fait un 100 mètres haie, ou en passant par la fenêtre. Donc oui, moi je croise plein de gens. Tout le monde est stupéfiant à un endroit. La personne la plus ennuyeuse, vous apercevez que c'est un qui va faire du boomerang le week-end au Touquet. Non, mais les gens ont des fantaisies très étonnantes, ou des goûts sur la lecture, ou une façon de parler. Heureusement, on est tous... On est quand même étonnant, oui. Et c'est ça qui continue à vous nourrir, d'observer justement... D'essayer de creuser, parce que sinon c'est terrible. C'est-à-dire, si on se prend ce qu'on appellerait la réalité ou l'actualité telle que ça nous est présenté, c'est un peu invivable, oui. Donc ça m'intéresse de voir comment on fait tous pour s'en tirer, quoi. Et vous, faites comment? Vous avez des petites recettes? Je fais un film. Non, mais je vis de ma passion. C'est-à-dire, vous savez, on se dit, essaye d'aimer ce que tu fais pour n'avoir jamais à travailler. Donc, je vous dis pas que je vis la vie réelle, mais mon attention est concentrée par des choses qui me passionnent. C'est-à-dire, je décide ce qui va me concentrer sur quoi je vais m'arrêter. C'est pas l'époque qui va décider pour moi. Je suis pas obligé de m'interroger en me levant est-ce pour ou contre le burkini, ou il y a des sujets je suis pas obligé d'avoir un point de vue sur des grands sujets de société qu'on me présente au journal de 20h. T'es carré, quoi. On dirait vraiment le genre de nana qui savent exactement ce qu'elles feront et où elles seront le 12 janvier 2034 à 12h35, quoi. C'est... Le 12 janvier 2034, j'aurai plus de 15 ans d'ancienneté dans ma boîte. Je suis en train de prendre mes vacances de Noël au sport d'hiver. J'aurais pris mon forfait 3 vallées dès septembre parce que c'est 30% moins cher. À 12h35, je serai en pause au Stade des Grands Moquets parce qu'à cette heure-ci, il n'y a pas encore la queue. Je suis en train de finir ma tartiflette et je vous emmerde. J'ai une petite faveur à vous demander. Oui, c'est de l'ordre intime. Peut-être, Oui. finalement. C'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Oui. Et Dieu sait que vous êtes à l'aise avec les mots, Édouard Baird. Ah, vous croyez ça? Je sais pas pourquoi je pense à la chanson Vieille canaille de Serge Gainsbourg. On met Bert Soulignac, les directeurs. Ah, super. On le réalise à deux. Le caméraman, comment vous appelez? C'est vous qui cadrez ça? Je vous crédite. Hein. Par contre, au générique, je pourrais pas vous mettre, je mettrai mon nom partout. Et puis pour les salaires, on est comme on a dit. Vieille canaille, 1 sur 1, première, Soulignac, Bert, Pascal au cadre. Cette semaine, Madame et Série revient sur la 74e cérémonie des Golden Globes, qui a eu lieu il y a quelques jours au Beverly Hilton, un hôtel cossu de Beverly Hills sous la houlette de Jimmy Fallon. Les prix sont attribués par l'Association hollywoodienne de la presse étrangère, regroupant des journalistes spécialisés dans le cinéma américain. Cette année, la belle diversité de la télévision s'est effacée devant 3 bulldozers. Les grandes favorites comme This Is Us qui a fait l'unanimité ou Westworld qui est un des grands événements de l'année série ont été snobées pour 3 nouveautés pour lesquelles nous n'aurions pas forcément voté. I think there may be something wrong with this world.
La première, c'est The Crown, sacrée 2 fois en meilleure série dramatique et meilleure actrice. It's not as easy as it looks. That's exactly what the king said. Avec un budget pharaonique de 130 millions de dollars pour 10 épisodes, soit le double de Westworld, The Crown est notamment réalisé par le cinéaste Stéphane Daldry, qui, comme tous les hommes de cinéma de passage à la télé, a eu des envies de grandeur. La seconde grande gagnante de la soirée est contre toute attente The Night Manager. Very good to see you, Mr. Roper. I'm the Night Manager. En 6 épisodes, l'adaptation de John le Carré a réuni près de 10 millions de téléspectateurs chaque soir en Angleterre, contre seulement 1,5 million en France. Boy's got talent. Wow. Welcome to the family. Son trio d'acteurs, Tom Hiddleston, Hugh Laurie qui rebondit enfin après l'annulation de Dr House et Olivia Colman qui continue d'épater son monde après sa prestation parfaite dans Broadchurch, repartent chacun avec un prix. It's unbelievable. The most important thing is the story. Et le troisième vainqueur, c'est Ryan Murphy qui a renouvelé la fascination du public pour l'affaire O.J. Simpson. This is Detective Tom Lang from the Los Angeles Police Department. Your ex-wife, Nicole Simpson, has been killed. I'm so sorry, Mr. Simpson. Avec American Crime Story, sa nouvelle série anthologique après American Horror Story, il remporte 2 Golden Globes pour meilleure mini-série et meilleure actrice, remis à sa comédienne fétiche, l'excellente Sarah Paulson. Elle avait déjà gagné ce même prix aux Emmy Awards en septembre dernier. Côté comédie, Donald Glover a créé la surprise avec Atlanta. Sa chronique désabusée du quotidien de Earn, un jeune père de famille reconverti dans le management de son cousin rappeur, est couronné de 2 prix. Hey yo, you heard that new Paperboy mixtape? That's my cousin. You gonna want to get in there before he gets signed, man. So, Zoo Tycoon. You want in on Paperboy? What? No? Please, man. Chez les femmes, c'est Tracy Ellis Ross, la petite fille de Diana Ross, qui l'emporte pour Blackish. Wait, what? L'an dernier déjà, la presse étrangère avait favorisé les nouveautés et les outsiders comme Mr. Robot, Mozart in the Jungle ou Show Me a Hero. The city intentionally segregated its housing for 40 years. The whole damn city government's white. I live here, and I am nothing like what they describe. So what are you gonna do? La mini-série de David Simon avait relancé la carrière de Winona Ryder, icône cinéma déchue des années 90. Cette année, le prix de la meilleure actrice pour sa performance dans Stranger Things lui est passé sous le nez. Is there any way that you could reach him? Yes. Tout comme celle de Nick Nolte pour la comédie Graves. I wanted to make the world a better place. I made it worse. Au Golden Globe, être acteur de ciné n'est pas synonyme de récompense, sauf pour Billy Bob Thornton, éclatant dans Goliath. I'm actually doing this again. La prochaine compétition série, c'est en avril à Sérimania. So get ready for it, will you? À suivre, le screen parfait et une leçon de mise en scène éminemment chic, signée Fanny Ardant, qui dirige Gérard Depardieu dans Le Divan de Staline. Votre rendez-vous avec la loi des séries, mais aussi la douce voix de Jeanne Chéral, qui, dans l'extra interview, se raconte à travers ses liaisons de cœur avec les écrans. Riche d'une production de 5 albums, Jeanne Chéral nous touche par l'harmonie de son univers musical que l'on fredonne comme des ritournelles de notre bonne humeur. Les chansons de cet album sont comme les photos de tournage qui habillaient les cinémas d'hier. L'occasion donc de discuter avec celles qui nous donnent à voir des histoires sensuelles qu'on suit le souffle court et qui nous échappent sans cesse. Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour. Nous sommes ensemble pour esquisser un portrait de vous à travers vos goûts et vos émotions de cinéma et de série. Alors on va commencer avec votre année de naissance, 1978. J'ai sélectionné 3 films de votre année de naissance. Vous allez me dire ceux que vous avez vus et celui qui dit un peu quelque chose de vous.
Il y a Midnight Express, un film d'Alan Parker sur l'univers carcéral en Turquie, assez dur. Et puis, il y a quelque chose de plus léger, Grease, Olivia Newton-John et John Travolta. Et, allez, un vaudeville en plumes, c'est tellement beau d'avoir... Un classique d'avoir un brin de fantaisie. Alors, parmi ces films, est-ce qu'il y en a que vous avez vus? Alors, j'ai vu Midnight Express, Grease et La Cage aux folles. Spontanément, je me pencherais plus vers Grease, parce que c'est un film que j'ai vu alors que j'étais ado. Et pour moi, il fait vraiment partie de ce genre de films comme Dirty Dancing, des films où on se projette un peu, où on rêve, où on danse, quoi. J'aime bien la légèreté. J'adore l'autodérision. Enfin, il n'est pas dans l'autodérision, ce film, mais j'aime bien ne pas me prendre au sérieux. Et puis, j'aime bien chanter et danser en m'exprimant. Au quotidien. Donc, ça dirait ça de moi. Votre outil d'expression, c'est le piano. Ouais. D'ailleurs, quand on vous voit, il y a une fusion entre vous et votre instrument où on se demande qui est le musicien et qui est l'instrument. La musique, au cinéma comme dans la série, c'est l'âme d'une histoire. Je vous dis ça parce que je vais vous montrer quelque chose. Oh! Ou pas? Je connais pas du tout, mais ça m'attire trop, quoi. C'est une série qui s'intitule Westworld, une série sur la société de divertissement. Et derrière les apparences, quelle forme peut prendre la vérité? Quand d'ailleurs vous découvrez ces images, vous êtes plus pris par les images ou par le piano, justement, qui joue un rôle important? J'ai l'impression que ça fait tellement un tout qu'on est attrapé par les deux, quoi. C'est ça qui est très très fort et qui est magique avec la musique, qui est vraiment créée sur des images existantes, c'est que ça fait tellement une boule, quoi. J'ai été à la fois attirée par les squelettes, quand même. J'adore l'aspect décharné de ce qu'on voit à l'image, quoi. On a l'impression d'atteindre une vérité, une essence de quelque chose. C'est hyper intriguant. On sait pas du tout de quoi ça va parler, mais on se doute que ça va être tordu et assez passionnant, j'imagine. J'espère que vous découvrirez cette série Westworld, nouvelle création de HBO. La série, c'est un univers de créativité que vous fréquentez ou pas du tout? En tant que spectatrice, ouais. Une série comme Six Feet Under, pour moi, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est même, dans le genre, c'est un chef-d'œuvre. Récemment, j'ai découvert une série qui s'appelle Black Mirror, qui m'a vraiment fait flipper, quoi. Parce que c'est une série d'anticipation, c'est ça qui vous intéresse? Et en même temps, on se projette pas dans 100 ans, quoi. Ça peut vraiment être dans 4-5 ans, et c'est passionnant. Moi, il y a 2 trucs que j'aime, c'est être dérangé et... C'est un peu vulgaire, mais avoir la chiale. Ça, c'est vraiment mon... L'émotion au cinéma, c'est vraiment ce que je préfère. Alors, on a la chiale, et moi, je vais rester sur le truc qui m'intéresse dans ce que vous dites, qui me fait une formidable liaison, qui est déranger. Parce que je suis parti de ça. Votre CD s'intitule « Histoire de J », et quand on aime un peu le cinéma, c'est-à-dire tous les cinémas, on pense à Histoire d'eau de Justin Jacquin, qui est le réalisateur notamment de Emmanuel en 1974. Histoire d'eau, Histoire de J. Est-ce que j'ai raison de rapprocher à la fois les amoureuses, les amantes, les aventurières qu'on croise dans votre disque et ce film libertin? Pas tout à fait, parce que moi j'ai pas vu le film, j'en ai vu des extraits et il m'attire pas des masses. Mais le livre Histoire d'eau de Pauline Réage, de Dominique Horry, je dirais pas que c'est un livre de chevet, parce que les gens vont croire des choses. mais je considère que c'est un chef-d'œuvre de la littérature, et pas seulement de la littérature érotique. Je l'ai lu plusieurs fois, et au moment où j'étais en train de... Voilà, je terminais mon album, j'étais en train de chercher un titre, et il m'est revenu à la figure, ce bouquin, et c'est... à une très modeste échelle. C'est un petit coucou à Histoire d'eau, parce que pour moi, c'est une histoire tellement forte. C'est une déclaration d'amour percutante et hyper violente. Et elle se soumet à lui, et en même temps, sa soumission est tellement forte que ça devient... C'est elle qui mène la danse, finalement. J'adore ce livre. Après, le film, je crois que c'est pas mon truc. Vous êtes l'une des membres des Françoises. C'est un groupe dans lequel on peut notamment y croiser Olivia Ruiz, qui était à votre place il y a pas si longtemps que ça. Je vais vous proposer des Françoises de cinéma. Génial! Et vous allez me dire
celle dont vous vous sentez le plus proche. Il y a Françoise Fabian qu'on a pu voir chez Buñuel, chez Lelouch, chez Éric Rohmer. Françoise d'Orléac, Philippe de Broca, L'homme de Rio, ou Truffaut, La peau douce. On a les mêmes références. Et il y a un piège. Il y a Anouk Aimée. Elle s'appelle Françoise? Elle s'appelle Françoise Nicole Dreyfus, de son vrai nom. Ah, j'ignorais. Voilà. Laquelle de ces Françoises vous inspire quelque chose? Oh bah, les trois, mais je me sentirais spontanément peut-être plus proche de Françoise d'Orléac. À cause de Jacques Demy. Je pense, à cause des Demoiselles de Rochefort. Elle m'a toujours émue. Enfin, je trouve que de la voir comme ça, de voir son magnifique visage, de savoir qu'elle a disparu très jeune, en plus, enfin, on peut que l'aimer, je pense. Quand je la vois danser ou chanter Les Sœurs Jumelles avec Catherine Deneuve, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui manque, je crois. Eh ben, on va rester sur ce sentiment qui est très beau. Merci beaucoup, Jeanne Chéral. Merci à vous. Je rougis. Derrière son sourire et sa pudeur, on sent chez Jeanne Chéral un goût pour la vérité romanesque dont la fiction est riche. Son piano pourrait en être d'ailleurs la plus belle des caméras pour nous donner à voir ces histoires d'amoureuses et de chialades. L'année 2017 promet d'être très riche en séries. Pas seulement en séries, mais en bonnes séries. Cette semaine, histoire de préparer vos agendas, nous en avons sélectionné 5 à ne manquer sous aucun prétexte. Cheers. En découvrant le casting de Big Little Lies, on ne peut qu'être époustouflé. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, les actrices les plus glamour d'Hollywood mettent leur talent au service de HBO. Are you new to Monterey? Yeah, we just moved here a few weeks ago. You're gonna love it. You're just so nice. This is Monterey. We pound people with knives to death. Dans la charmante ville de Monterey, en Californie, elles forment un groupe de femmes aussi complices que concurrentes. Alors qu'un meurtre a été commis, la petite communauté éclate et les secrets des habitants se dévoilent. She's a mom, just young. Like you used to be? Like we used to be? Bitch. Ticking bomb, I'll leave it at that. Itty bitty ball of rage. Battle lines were drawn. Things never blow over, they blow up. La mini-série est entièrement réalisée par le cinéaste Jean-Marc Vallée, récompensé pour son magnifique Dallas Buyers Club, mais aussi les très beaux Demolition et Wild. So we're like seriously using the word murder? You should knock on my door more often, Alicia. I will. You're doing a good job. My apologies if I haven't told you that until now. Nous sommes nombreux à pleurer la fin de The Good Wife, série judiciaire brillante qui nous a réconciliés avec le format procédural. Heureusement, NBC a eu la bonne idée de produire un spin-off toujours écrit par Michelle et Robert King et de mettre en avant le meilleur personnage de la série, Diane Lockhart. Practicing the law, you don't go on instinct. You wait, you listen, and watch. Dans The Good Fight, qui se déroule 1 an après la fin de The Good Wife, Diane unit ses forces avec Luca Quinn, l'ancienne collaboratrice d'Alicia, pour aider Maya, une jeune avocate détruite par un énorme scandale financier. La série assure le fanservice en faisant revenir d'autres personnages cultes, dont David Lee, Howard Lyman, Elsbeth Taccioni et Kurt McVeigh. Plusieurs séries, dont Blackish, sont revenues sur l'abandon total de poursuites contre des policiers blancs responsables de la mort de citoyens noirs aux États-Unis, malgré l'indignation du peuple américain et les manifestations qui ont secoué le pays. 17-year-old Joey Campbell was murdered 3 weeks ago. No investigation. Today, we go beyond justice to the power that controls her. And to that power, we say, what power? This power! Whose power? Our power! Shots Fired retourne la situation et s'interroge sur les conséquences de la mort d'un citoyen blanc par un policier noir. Comment réagirait la justice? Quelles seraient les conséquences? L'affaire serait-elle traitée autrement? All the murdering of unarmed black men by police across this country, and this is the one that the government is investigating.
Avant les rires aux éclats dans les salles combles, avant les tournées, avant le succès, il y a la galère. Celle de Pete Holmes, un comédien de stand-up new-yorkais que la vie a décidé de torturer. Got a great live comedy show. Comedy tonight. Great live comedy. Yes, thank. Sa femme Jess vient de le quitter pour son amant, il n'a pas un centime en poche et sa carrière de comique est au point mort. My wife slept with somebody else today. Oh boy. Yeah, oh boy. Go write some jokes. Commence alors sa quête existentielle pleine de rencontres plus ou moins heureuses, de soirées dans des clubs de stand-up miteux et de quelques beaux moments de bonheur. Pete trouvera-t-il sa place parmi les comiques qui dérident les habitants et les touristes de la Grande Pomme? Rien n'est moins sûr. It was a terrible set. Extraordinarily bad. Top 5 worst I've ever seen. Adapté de l'œuvre du très prolifique auteur de romans et de comics Neil Gaiman et produite par Brian Fuller, American Gods retranscrit parfaitement la noirceur du texte original. I love you. Something feels weird. Shadow, we're going to be releasing you a couple of days early. À sa sortie de prison, Ombre apprend la mort de sa femme et de son meilleur ami dans un accident de voiture. À bord de l'avion qui le ramène chez lui, il se fait embaucher comme garde du corps par Voyageur, un étrange personnage qui s'avère être l'ancien dieu nordique Odin. Either the world is crazy. Or you are. Voyageur tente de rallier à sa cause les autres anciens dieux pour mener une guerre sans merci aux divinités les plus récentes de l'Amérique, que sont les voitures, Internet, la télévision et les médias. Et bonne année série, bien sûr! Pour certains, le cinéma est une famille, pour d'autres, c'est une maison. Fanny Ardant serait alors une des pièces les plus majestueuses, mais la moins accessible. Comme dérobée. L'actrice de Truffaut a depuis 2009 entrepris une démarche de réalisatrice. Le divan de Staline est son 3e long métrage, Un autre voyage dans la maison Ardant. Le camarade Staline est ici pour se reposer sur les conseils de ses médecins. Tu as amené ce que je t'ai demandé? Moi sur le divan et toi dans ce fauteuil-là. Moi je me souviens de mes rêves et toi tu fais le charlatan. Pourquoi tu veux jouer à ça? Ça te fait peur d'entendre mes rêves? Bonjour Fanny Ardant. Bonjour. Quand j'ai rencontré Tsai Ming-Yang, avec qui vous avez tourné en 2009 Visage, le réalisateur taïwanais me disait que, comme tout le monde, il pensait au départ qu'un réalisateur était là pour raconter une histoire. Et puis ça n'est plus le cas aujourd'hui. Il me dit que ce qui l'intéresse, avant tout, c'est de trouver des lieux, des espaces dans lesquels il a envie de tourner. Et que c'est à ça qu'il consacre le plus de temps dans son processus de travail. À quoi consacrez-vous le plus de temps dans votre travail de réalisatrice? L'image. Peut-être pas le lieu en effet, je le lie à l'histoire, mais je suis très intéressée par les cadres. Et j'aime beaucoup tout ce qui est frontal. Et j'aime tout ce qui rappelle comme un décor, comme une mise en abîme. C'est-à-dire que je ne prends jamais d'amorce. Comme si jamais je vous parlais, que je vous filmais, il y a une forme de solitude quand on s'exprime, quand on est... Donc pas de... Ensuite, c'est vrai qu'un escalier, vous pouvez le prendre de biais. Et pour moi, un escalier, c'est frontal. Et que quand les gens existent dans la pellicule, je veux qu'ils soient au centre. Voilà, il y a quelque chose comme de la cible. Votre histoire, elle est tissée par 3 personnages. Staline, sa maîtresse et un peintre. Leur rapport est organisé autour du pouvoir, de la peur salvatrice, de la vérité qui détruit. Comment vous l'avez traduit en termes de mise en scène? J'ai imposé le brouillard, la brume. Qu'on serait toujours dans ce siècle dit chien et loup, dans quelque chose qu'on ne voyait pas complètement. Il vous manquait toujours quelque chose. Comme si, justement, cette vérité salvatrice, eh bien, elle vous échappait toujours. Qui est le chien, qui est le loup, qui est le gentil, qui est le méchant. Et dans quelque chose qui ouatait, qui permettait la peur, parce que l'invisible. Camarade Vaudieva. Comment allez-vous, camarade Danilov?
Dans la mise en scène, j'ai essayé de traiter l'individu toujours seul au groupe. Donc que ce soit Staline qui représente le pouvoir, je l'ai toujours traité seul contre le groupe. Et l'individu devant Staline n'est plus un individu. Il est pris dans une masse, dans un groupe. Un peu opératique, comme le chœur et celui qui chante tout seul. Et puis tout d'un coup, on est dans des scènes intimistes. Alors là, il y a 1, 2, 3 personnages, mais jamais plus. Comme si l'intimité se passait à 2 et l'opératique, le théâtral, se passait avec 1 contre tous. Est-ce que vous pouvez nous décrire la direction de votre mise en scène par rapport à cet extrait et à cette ouverture de film? Dès le départ, j'ai voulu que les grilles soient comme si on ouvrait une histoire. Comme si on rentrait dans une fable. Donc je me souviens que j'ai demandé aussi la brume. J'ai demandé qu'elle soit lente. J'ai longtemps au montage dit est-ce que je le fais sans bruit, sans musique, comme quelque chose qui n'a pas de bruit, qui est comme un rêve ou un cauchemar. Ce que je trouve magnifique dans cette ouverture de film, c'est le noir et blanc. Est-ce que ça aurait pu être un parti pris esthétique de faire ce film en noir et blanc? Oui, j'y ai pensé. Si vous remarquez, il y a très peu de couleurs dans mon film. C'est un film presque, on pourrait, nocturne. Un peu comme dans les méandres de la psychanalyse. C'est compact, c'est comme des trucs qu'il va falloir trouver en soi-même pour avancer. Il est question de psychanalyse dans votre film, il est question de rêve. Et le grand maître de Freud, le docteur Charcot, parlait énormément de son obsession de voir. Est-ce que c'est ça qui guide votre découpage? Voir, montrer, ou au contraire, ne pas montrer? Oui. Voir et surtout se regarder. C'est-à-dire que moi, j'ai été très souvent obsédée par l'idée du reflet. Parce que le reflet, curieusement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc, ou se refléter dans des vitres, parce que tout d'un coup, on se voit tel qu'on ne savait pas qu'on était. Donc, par exemple, le cinéma, c'est comme une mise en abîme. Vous regardez des gens qui ne savent pas que vous les regardez, mais qui vont se regarder. Donc, plusieurs personnages, je les ai fait se regarder. Et le personnage de Staline, qui doit lui-même se mettre à nu, soi-disant, révéler ses secrets, révéler ses rêves. Je pense que quand on raconte un rêve, on se regarde et on se voit avec distance. Mais moi, ce qui m'a obsédée, c'est comme un miroir, une plaque de métal, et c'était très important dès le départ, quand je demandais à l'accessoiriste et au décorateur, c'est une plaque de métal dans laquelle on peut se refléter comme un miroir. Donc longtemps, j'avais cherché. Est-ce que le métal déforme? C'est se regarder au-delà de la forme. Et qu'au cinéma, on veut forcer le spectateur à voir dans une certaine direction. Pour ça, j'aime beaucoup aussi les plans fixes, dans lesquels le spectateur sera le dernier metteur en scène qui choisira de regarder celui qui bouge ou celui qui ne bouge pas, celui qui est... voyez? Vladimir Ilitch, mort dans son corps, mais si vivant en moi. Je suis obligé de vous poser une question relative à François Truffaut. Pour François Truffaut, son cinéma est guidé par la passion et l'obsession de la vérité romanesque. Quelle est votre obsession comme metteur en scène? Le regard. Je pense que tout passe par le regard. La vérité de ce qu'on ne pourra jamais définir, de tout ce qui vous échappe. Je comprends très bien le côté de la vérité romanesque. Parce que souvent, moi, j'ai dit, la réalité ne m'intéresse pas, mais la vérité m'intéresse. Donc, je peux comprendre ce que disait François. Mais qu'après, dans le regard, je ne peux pas juger d'un acteur. Je pense que moi, j'aime passionnément les acteurs. Ça m'est égal, un acteur qui parle faux, qui ne parle pas comme
Mais il n'y a que le regard qui m'intéresse. J'allais en venir à ça, Fanny Ardant. Un nouveau trait de caractère, c'est votre voix. Guitry, comme Pagnol, pour eux, la vérité, elle venait de la voix. Et je me suis dit, Fanny Ardant va me dire la voix. La voix, non? Non. Le regard. Restons sur le regard. Le regard. Parce que c'est dans notre conversation, parce que le regard, s'il y a quelque chose, vous savez qu'on disait que c'était le miroir de l'âme. Le regard, on s'avance nu. On s'avance alors qu'un acteur arrive masqué par son personnage. Mais finalement, qu'est-ce qu'on verra? On ne verra que le regard. On va finir cet entretien avec une question intime. Fanny Ardant, pourquoi filmez-vous? Je vis dans une maison où il y a des couloirs que je n'ai pas explorés. Je filme pour marcher dans ces couloirs. Ciné-série et compagnie, c'est presque fini. Je suis sûre que vos yeux ont été attirés par certaines de ces toiles, dont sans doute la célèbre américaine gothique de Grant Wood, exposée pour la première fois en Europe, ici au musée de l'Orangerie à Paris. Le titre de l'exposition, la peinture américaine des années 30, The Age of Anxiety, ou comment des artistes comme Jackson Pollock ou encore Edward Hopper dressent un portrait de l'Amérique mise à mal par la Grande Dépression, une période d'intense inquiétude mais aussi d'immense créativité, parfaitement racontée dans ce très beau catalogue. Et comme il n'est pas question une seule seconde de se laisser abattre ni par le froid ni par la mélancolie, rendez-vous pour le 20e festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, présidé cette année par Omar Sy, que nous avions rencontré il y a quelques semaines. On se quitte donc avec une allocution du boss. Salut! Et c'est le premier festival où j'étais invité. Le premier festival où j'ai été juré. Donc c'était tout naturel que ce soit le premier festival où je suis président. Et non, je veux rien instaurer de plus à ce festival qui est déjà tout à mon goût. Tout à mon goût, il y a une bonne ambiance, on se prend pas la tête, on va voir des films en mood boots. Non mais là, pour le coup, je vais être un président conservateur. Ça sera bien la seule et unique fois. Voilà.